Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons débuter notre étude sur les atomes par ce chapitre modèle pour l'atome. La structure de l'atome est en effet impossible à observer directement, d'où la nécessité de construire des modèles. Ce chapitre sera l'occasion de travailler des notions en continuité avec l'enseignement du secondaire, aussi bien du programme de chimie avec des notions au programme de seconde, comme le modèle simple de l'atome, l'élément chimique et son cortège électronique, mais aussi des notions du programme de physique, avec par exemple des notions au programme de terminale, comme la quantification des niveaux d'énergie, et puis les spectres atomiques. Alors nous débuterons par un historique sur les différents modèles atomiques, puis nous aborderons la notion de quantification de l'énergie. Ce sont ces deux paragraphes qui seront pour la plupart d'entre vous des rappels du lycée. On évoquera ensuite un modèle de l'atome plus poussé, le modèle quantique, que l'on appliquera au cas simple de l'atome d'hydrogène, avant de l'étendre, mais ce sera dans le chapitre suivant, à l'ensemble des éléments chimiques. Au niveau de l'historique, on va commencer par une brève introduction et on ira regarder la structure atomique de la matière. Comme je vous le disais tout à l'heure, la structure de l'atome est impossible à observer directement. Voilà ce qu'on peut observer avec des techniques très poussées de microscopie à force atomique. Et en fait, on ne voit pas l'atome et on ne voit pas l'intérieur de l'atome. D'où la nécessité, comme on en a déjà parlé, d'un modèle. Les modèles, il en existe plusieurs. Le premier modèle, c'est un modèle grec qui donne son nom d'ailleurs à atome, de atomos, qui est quelque chose d'indivisible. En 1803, Dalton a repris cette idée de particules indivisibles. En fait, Dalton a dit que l'atome, c'était une sphère indivisible. Le modèle a ensuite évolué avec les avancées expérimentales pour passer au modèle de Thomson, puis de Rutherford, puis de Bohr et enfin de Schrödinger. Les différentes avancées expérimentales qui ont permis l'évolution de ces modèles, ça a d'abord été la découverte de l'électron, puisqu'il n'y avait pas d'électron dans le modèle de Dalton, puis la mise en évidence du noyau qui a abouti au modèle de Rutherford. Bohr a juste modifié légèrement le modèle de Rutherford pour expliquer certains résultats expérimentaux comme la quantification de l'énergie. Et enfin, est apparue la théorie quantique à travers la mécanique quantique au début du XXe siècle, qui a permis à Schrödinger d'élaborer le modèle de Schrödinger de l'atome plus poussé, qui permettait d'expliquer certains résultats que le modèle de Bohr n'expliquait pas. Alors nous, on s'intéressera surtout au modèle de Bohr et au modèle quantique de Schrödinger. Mais avant cela, je vais vous rappeler le modèle le plus simple de l'atome, celui qui consiste à visualiser l'atome comme un noyau atomique et des électrons. Le noyau atomique, c'est quelque chose de chargé positivement qui est composé de protons et de neutrons. Et puis on a, dans cet atome, des électrons qui évoluent, on dit qu'ils gravitent autour du noyau. Alors ayez en tête que l'atome a une structure lacunaire. C'est-à-dire que l'atome, c'est un noyau et des électrons, certes, mais c'est surtout du vide. Alors ce qui est indiqué ici, vous avez le rayon du noyau qui est de l'ordre de 10-15 mètres, alors que l'atome a lui un rayon d'environ 10-10 mètres. C'est-à-dire que les électrons évoluent à une distance du noyau 10 puissance 5, donc 100 000 fois supérieure au rayon de ce noyau. Bon, pour fixer un petit peu les idées, si le noyau il avait la taille d'une balle de ping-pong, c'est-à-dire un rayon d'environ 2 cm, les électrons se trouveraient à environ 2 km de ce noyau. Et entre les deux, c'est du vide. On peut illustrer cette structure lacunaire de la matière à l'aide d'un autre exemple. Si vous considérez la tour Eiffel, constituée essentiellement de fer, eh bien si tous les noyaux de fer constitutifs de cette tour Eiffel se touchaient, c'est-à-dire si on n'avait pas de vide à l'intérieur de la matière, eh bien en fait la tour Eiffel ne serait pas plus grande qu'une tête d'épingle. Bon, pourtant, la matière serait quand même là, et cette tête d'épingle, elle peserait tout de même pas loin de 9000 tonnes. On va introduire à ce stade deux paramètres fondamentaux dont on se servira allègrement par la suite. On va appeler numéro atomique, ou nombre de charge, le nombre de protons d'un atome, et il sera noté grand Z. On va appeler nombre de masse le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Il est noté grand A. L'atome X va alors être symbolisé par le symbole suivant. X dépendra de l'atome considéré. On va noter son nombre de masse grand A en exposant à gauche et son numéro atomique grand Z en indice à gauche. Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules élémentaires que sont l'électron, le proton
et le neutron. En commençant par leur charge. L'électron a une charge de moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, ou moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton a une charge qui lui est opposée, donc de plus E, plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, et c'est pour ça qu'on l'appelle neutron, n'est pas chargé. Alors, le fait que la charge de l'électron soit l'opposé de la charge du proton impose à un atome qui possède Z protons de posséder également Z électrons, puisque l'atome est une entité électriquement non chargée. On illustre ici pourquoi une des appellations de Z est le nombre de charges. La cohésion globale de l'atome est assurée par des forces électrostatiques entre les charges opposées des protons et des électrons, les forces coulombiennes classiques. Pour autant, dans le noyau, les forces électrostatiques sont répulsives et elles tendent à éloigner les protons les uns des autres. C'est les seules espèces chargées, et deux charges plus vont tendre à s'éloigner. C'est le rôle des neutrons, en fait, d'assurer la cohésion du noyau. Les neutrons, ils ont pour rôle de vaincre ces forces répulsives en établissant ce qu'on appelle des forces nucléaires qui assurent la cohésion du noyau. Bon, éventuellement, on peut rappeler que lorsque ces forces nucléaires, qu'on ne détaillera pas, mais n'arrivent plus à assurer sa stabilité, le noyau se désintègre, et ceci est à l'origine de la... Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules élémentaires, que sont l'électron, le proton et le neutron. En commençant par leur charge. L'électron a une charge de moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, ou moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton a une charge qui lui est opposée, donc de plus E, plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, et c'est pour ça qu'on l'appelle neutron, n'est pas chargé. Alors, le fait que la charge de l'électron soit l'opposé de la charge du proton impose à un atome qui possède Z protons de posséder également Z électrons, puisque l'atome est une entité électriquement non chargée. On illustre ici pourquoi une des appellations de Z est le nombre de charges. La cohésion globale de l'atome est assurée par des forces électrostatiques entre les charges opposées des protons et des électrons, les forces coulombiennes classiques. Pour autant, dans le noyau, les forces électrostatiques sont répulsives et elles tendent à éloigner les protons les uns des autres. C'est les seules espèces chargées, et deux charges plus vont tendre à s'éloigner. C'est le rôle des neutrons, en fait, d'assurer la cohésion du noyau. Les neutrons, ils ont pour rôle de vaincre ces forces répulsives en établissant ce qu'on appelle des forces nucléaires qui assurent la cohésion du noyau. Bon, éventuellement, on peut rappeler que lorsque ces forces nucléaires, qu'on ne détaillera pas, mais n'arrivent plus à assurer sa stabilité, le noyau se désintègre, et ceci est à l'origine de la... Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. À un élément vont être associés différents atomes. On va le rappeler diapositive suivante avec la notion d'isotope. Mais outre les différentes formes atomiques, on va également associer à un élément différentes formes ioniques. On parle d'ions atomiques ou plus généralement d'ions, même s'il existe également des ions formés à partir de molécules qui seront des ions moléculaires. Bon, souvent, ions atomiques, ions moléculaires, on se traduisent dans le seul terme que vous connaissez, le terme ion. Donc si je considère un atome donné avec un nombre de protons Z, s'il est sous sa forme atomique, il a Z électrons. Je peux lui enlever des électrons et je passe alors à un cation. Je peux lui ajouter des électrons et je passe alors à un anion. Les notations, eh bien, c'est en fonction du nombre d'électrons enlevés ou du nombre d'électrons ajoutés. C'est pas forcé qu'un ion soit juste par rapport à l'atome un excès d'un électron
ou un défaut d'un seul électron, on peut enlever 1, 2, n électrons pour former différents cations, et on peut ajouter 1, 2, n électrons pour former différents anions. Alors, comme je l'ai dit, diapositive précédente, à un élément vont être associés différents atomes, parce qu'il y aura différentes formes isotopiques. Alors, des isotopes, c'est des isotopes d'un même élément, ce sont des espèces qui ont le même nombre de protons, même Z, mais ça c'est dans la définition, puisque c'est d'un même élément, qui ont par contre un nombre de neutrons différents, et donc un nombre de masse A différent. Exemple, avec les isotopes du carbone, ce qu'on va appeler le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14, en fonction du nombre de masses. Pour tous ces isotopes, c'est toujours le même élément, c'est toujours le carbone, il y a toujours 6 protons, c'est bien Z, qui caractérise l'élément. Ensuite, dans le carbone 12, vous avez 6 neutrons, dans le carbone 13, vous en avez 7, dans le carbone 14, vous en avez 8, et donc c'est 3 formes différentes de l'élément carbone. Autre exemple avec les isotopes de l'élément hydrogène. Alors je vous cite cet exemple parce que historiquement, on ne donne pas la même lettre pour les différents isotopes. Alors ça, c'est pas une très bonne idée, étant donné que la lettre caractérise un élément et que c'est en fonction du nombre de protons. Hydrogène, deutérium et tritium ont beau avoir pas le même nombre de neutrons, ils ont le même nombre de protons, et il aurait été plus logique d'avoir toujours la même lettre H. Bon, il se trouve que c'est pas le cas, et donc l'hydrogène possède 3 isotopes. L'hydrogène avec 0 neutrons, alors comme je l'ai dit, diapositive précédente, à un élément vont être associés différents atomes, parce qu'il y aura différentes formes isotopiques. Alors des isotopes, c'est des isotopes d'un même élément, ce sont des espèces qui ont le même nombre de protons, même Z, mais ça c'est dans la définition puisque c'est d'un même élément, qui ont par contre un nombre de neutrons différents, et donc un nombre de masse A différent. Exemple, avec les isotopes du carbone, ce qu'on va appeler le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 en fonction du nombre de masses. Pour tous ces isotopes, c'est toujours le même élément, c'est toujours le carbone, il y a toujours 6 protons, c'est bien Z, qui caractérise l'élément. Ensuite, dans le carbone 12, vous avez 6 neutrons. Dans le carbone 13, vous en avez 7. Dans le carbone 14, vous en avez 8. Et donc, c'est 3 formes différentes de l'élément carbone. Autre exemple avec les isotopes de l'élément hydrogène. Alors, je vous cite cet exemple parce que, historiquement, voilà pour ces rappels sur la structure atomique de la matière. On va s'intéresser maintenant à la quantification de l'énergie, en reprenant des choses que vous avez vues au lycée, pour aboutir au final au modèle de Bohr de l'atome, qui est donc un des 2 modèles que nous allons utiliser couramment. Au niveau de l'interaction matière-rayonnement, Planck et Einstein ont travaillé sur ces interactions matière-rayonnement, et Planck a énoncé que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement monochromatique de fréquence nue ne peuvent se faire que par des quantités définies d'énergie, qu'on va appeler des quantas. Einstein a énoncé, lui, qu'un rayonnement monochromatique de fréquence nue était en fait un flux de particules qu'on appelle les photons. On a une relation entre l'énergie d'un photon et la fréquence d'un rayonnement nu. L'énergie, c'est égal à h fois nu, où h est la constante de Planck. Étant donné que la fréquence nu, c'est aussi la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide sur la longueur d'onde lambda, on a également la relation E égale hc sur lambda. Dans cette relation, le produit h nu est appelé quantum d'énergie. Les échanges dont parle Planck entre la matière et le rayonnement peuvent se faire par absorption ou émission. Lorsqu'on a absorption d'une radiation monochromatique de fréquence nue, on a en fait absorption d'un photon d'énergie h nu. Prenons l'exemple d'un électron situé sur un niveau d'énergie E1. Par absorption d'un photon, il va pouvoir monter au niveau d'énergie E2, l'énergie de l'électron augmente par absorption de ce photon, et le photon absorbé a une fréquence bien déterminée. Le produit de sa fréquence fois la constante de Planck H correspond à la différence d'énergie E2 moins E1. Le phénomène inverse est observable à l'émission. En ce qui concerne l'émission d'une radiation monochromatique de fréquence nue, ça correspond à l'émission d'un photon d'énergie H nu. Je considère un électron sur un niveau E1 de départ, avec cette fois le niveau E1 plus haut que le niveau E2, l'électron va pouvoir émettre un photon. L'énergie de l'électron va alors diminuer par émission de ce photon, et la fréquence du photon émis suit la relation E1 moins E2 est égal à H nu.
Lorsqu'un photon est absorbé pour qu'un électron passe d'un niveau E1 à un niveau plus haut, E2, on dit qu'on excite l'électron. Lorsque, par contre, on a un phénomène d'émission avec un électron qui diminue d'énergie d'un niveau E1 plus haut à un niveau E2 plus bas, on dit que l'électron, ou par suite l'atome auquel l'électron appartient, se désexcite. Au lycée, vous avez étudié des dispositifs de dispersion vous permettant par exemple d'étudier le spectre de la lumière blanche. Vous aviez trouvé un spectre continu. Si vous utilisez le même genre de dispositif de dispersion avec un prisme pour étudier le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, vous avez de l'hydrogène gazeux que vous excitez et ensuite vous regardez les fréquences de radiation émises par les atomes d'hydrogène excités par un système de dispersion donc, et vous obtenez un spectre qui est dit discontinu, un spectre de Rayet. Ceci s'explique par le fait que les fréquences des radiations émises par ces atomes d'hydrogène préalablement excités, en fait c'est l'électron des atomes d'hydrogène qui était excité, les fréquences ne peuvent prendre que certaines valeurs. Elles sont donc quantifiées et par suite, puisque la fréquence est reliée à l'énergie est également quantifiée. Sur ce spectre de Rayet de l'atome d'hydrogène, eh bien, on a des rays à des fréquences bien déterminées, donc des longueurs d'onde bien déterminées, et ça correspond à des différences d'énergie bien déterminées. Tel que je représente le spectre de Rayet ici, eh bien, j'ai des fréquences dans l'ultraviolet, des fréquences dans le visible, des fréquences dans l'infrarouge. Ici, les valeurs de 750 nanomètres et 400 nanomètres, un nanomètre étant égal à 10 puissance moins 9 mètres, sont relatifs aux longueurs d'onde, mais on peut facilement transformer cette notion de longueur d'onde en fréquence par la relation nu égale C sur lambda. Et chaque fréquence va correspondre à une différence d'énergie bien déterminée. À partir de ces valeurs de fréquence, eh bien, on peut remonter au diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène, puisque les échanges d'énergie ne vont se faire que selon la relation delta E égale H nu. On va avoir des excitations qui ont lieu pour des forts échanges d'énergie, on est dans l'ultraviolet, ou des faibles échanges d'énergie, on est dans l'infrarouge. Donc, ce résultat expérimental sur le fait que le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène était un spectre discontinu permet de remonter au diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. À gauche, vous voyez, auprès de l'échelle des ordonnées, des valeurs de n égale 1, 2, 3, 4, etc., etc. On reviendra sur ce que signifie ce nombre n. À partir du diagramme énergétique, on définit ce qu'on appelle l'état fondamental. L'état fondamental, c'est l'état le plus basse énergie pour l'électron. L'électron, s'il est sur l'état fondamental n égale 1, il ne peut pas se désexciter à un niveau plus bas. Le niveau de l'état fondamental est le niveau le plus bas. Ensuite, vous avez des états excités qui correspondent à l'ensemble des autres niveaux pour des énergies plus importantes. On définit également la différence entre le niveau de l'état fondamental et l'énergie maximum va vous définir l'énergie d'ionisation. C'est l'énergie qu'il va falloir fournir pour arracher l'électron à l'atome, et donc on appelle l'énergie d'ionisation. Bohr a mis au point un modèle pour l'atome d'hydrogène qui corrigeait celui de Rutherford et qui est en accord avec la quantification de l'énergie. Pour Bohr, l'électron décrit des orbites circulaires de rayons bien définis autour du noyau avec une énergie bien définie. Et à une orbite correspond une énergie. Bohr, de plus, donne le rayon des différentes orbites en fonction d'un paramètre n. Le rayon, c'est A0 fois n carré égale à 53 fois n carré en picomètre, où A0 est ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Le niveau d'énergie En, qui correspond à une orbite de rayon Rn, s'exprime par moins 13,6 sur n carré en électron-volt, où un électron-volt est l'énergie acquise par un électron soumis à 1 volt. Et ça vaut au niveau conversion 1,6 10 puissance moins 19 joules. Le paramètre n qui intervient dans le rayon et dans les énergies, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est le même paramètre qu'on avait dans la diapositive précédente sur le diagramme de l'atome d'hydrogène, le diagramme énergétique. Et c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal dont on reparlera tout à l'heure. Dans le modèle de Bohr, un électron s'éloigne du noyau si l'énergie est absorbée, son énergie augmente. Un électron va se rapprocher du noyau si l'énergie est émise, son énergie va diminuer. Le cas extrême, lorsque n tend vers l'infini, E tend vers 0. Les valeurs de E, vous regarderez avec la formule de Bohr,
sont des valeurs négatives. Lorsque n tend vers l'infini, E tend vers 0, on ne va plus avoir d'interaction entre le noyau et l'électron alors quitter l'atome, et l'atome est dit ionisé, on forme un ion. Alors le modèle de Bohr permet d'expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène et de retrouver les valeurs expérimentales des fréquences d'émission, ou des longueurs d'onde d'émission, ou des énergies d'émission, c'est la même chose. Tout ça c'est lié par la formule E égale H nu égale HC sur lambda. Donc, le modèle de Bohr permet d'expliquer le spectre pour l'atome d'hydrogène. Pour autant, on va voir dans ce paragraphe 3 que ce modèle est rapidement mis en défaut, ce qui a amené Bohr lui-même, puis d'autres scientifiques dans les années 1925, à s'intéresser à une autre approche, qui s'appuyait sur la mécanique quantique, science alors émergente, qui a révolutionné la pensée des physiciens et des chimistes, et qui a, dans le cadre des modèles atomiques, conduit à l'élaboration du modèle quantique de l'atome, qui est le modèle de Schrödinger. Alors les limites du modèle de Bohr. Plusieurs limites, une première contradiction avec la mécanique classique. En fait, la mécanique classique montre qu'une particule chargée telle que l'électron, si elle a un mouvement circulaire tel que le décrit Bohr dans son modèle, eh bien elle doit perdre de l'énergie par un mode d'émission de l'énergie qu'on appelle le rayonnement, mais peu importe. Et cette perte d'énergie devrait conduire l'électron à se rapprocher du noyau et, au final, à s'écraser sur le noyau, ce que ne montre pas le modèle de Bohr. Pour Bohr, eh bien, un électron pouvait indéfiniment circuler sur la même orbite. Or, ça c'est en contradiction avec la mécanique classique. De plus, si le modèle de Bohr était parfait pour expliquer les résultats expérimentaux pour l'hydrogène, eh bien ce modèle n'explique pas toutes les raies des spectres d'émission des atomes à plusieurs électrons, donc des atomes polyélectroniques. Elle en expliquait certaines transitions, mais pas toutes. Un dernier point, eh bien le modèle de Bohr est devenu incompatible avec l'émergence de la mécanique quantique, avec un principe fondamental qui est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui obligea les scientifiques à abandonner l'idée de trajectoire pour un électron. Alors le principe d'Heisenberg, il dit que pour une particule de masse très faible, il n'est pas possible de déterminer simultanément et avec précision sa position et sa vitesse. Or l'idée d'orbite ou l'idée de trajectoire qu'il y a dans le modèle de Bohr, eh bien on ne peut plus l'utiliser. Alors les limites du modèle de Bohr. Plusieurs limites, une première contradiction avec la mécanique classique. En fait, la mécanique classique montre qu'une particule chargée telle que l'électron, si elle a un mouvement circulaire tel que le décrit Bohr dans son modèle, eh bien elle doit perdre de l'énergie par un mode d'émission de l'énergie qu'on appelle le rayonnement, mais peu importe. Et cette perte d'énergie devrait conduire l'électron à se rapprocher du noyau et, au final, à s'écraser sur le noyau, ce que ne montre pas le modèle de Bohr. Pour Bohr, eh bien, un électron pouvait indéfiniment circuler sur la même orbite. Or, ça c'est en contradiction. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui,
qui est régie par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger. Donc, application du modèle quantique à l'atome d'hydrogène, on va aller voir les solutions de l'équation de Schrödinger et on finira très brièvement par la représentation des orbitales atomiques. Alors, pour l'atome d'hydrogène, les solutions de l'équation de Schrödinger. Au niveau des énergies propres, les solutions de l'équation de Schrödinger sont de la forme moins 13,6 sur n carré en ce qui concerne les énergies. On retrouve, comme vous le constatez, le même résultat que celui obtenu par le modèle de Bohr. L'énergie est donc quantifiée, et dans le cas de l'atome d'hydrogène, j'insiste sur ce point, ce ne sera pas le cas pour d'autres atomes, mais dans le cas de l'atome d'hydrogène, l'énergie ne dépend que du nombre n, qu'on a déjà rencontré par ailleurs, et qui est le nombre quantique principal. N est un entier strictement supérieur à 0. Alors, au niveau des fonctions propres ou orbitales atomiques, qui, je rappelle, est la même chose. Elles dépendent de 3 nombres quantiques. Un premier nombre quantique, le nombre quantique principal, n, que l'on a déjà rencontré, qui appartient aux entiers non nuls. Alors, au niveau des fonctions propres ou orbitales atomiques, qui, je rappelle, est la même chose. Elles dépendent de 3 nombres quantiques. Un premier nombre quantique, le nombre quantique principal, n, que l'on a déjà rencontré, qui appartient aux entiers non nuls. Alors, au niveau des fonctions propres ou orbitales atomiques, qui, je rappelle, est la même chose. Elles dépendent de 3 nombres quantiques. Un premier nombre quantique, le nombre quantique principal, n, que l'on a déjà rencontré, qui appartient aux entiers non nuls. Alors, au niveau des fonctions propres ou orbitales atomiques, qui, je rappelle, est la même chose. Elles dépendent de 3 nombres quantiques. Un premier nombre quantique, le nombre quantique principal, n, que l'on a déjà rencontré, qui appartient aux entiers non nuls. Alors, au niveau des fonctions propres ou orbitales atomiques, qui, je rappelle, est la même chose. Elles dépendent de 3 nombres quantiques. Un premier nombre quantique, le nombre quantique principal, n, que l'on a déjà rencontré, qui appartient aux entiers non nuls. Alors, au niveau des fonctions propres ou orbitales atomiques, qui, je rappelle, est la même chose. Elles dépendent de 3 nombres quantiques. Un premier nombre quantique, le nombre quantique principal. Alors, je vais reprendre et peut-être clarifier ce que j'ai dit diapositive précédente, en donnant des exemples d'orbitales atomiques en fonction des valeurs des nombres quantiques dont elles dépendent, n, l et m. On va faire juste les cas où n vaut 1 ou 2, ce serait pareil ensuite avec n égale 3, n égale 4, etc., etc. Alors, commençons par le cas n égale 1. Si n égale 1, L ne peut valoir que 0, puisque L varie par part entier entre 0 et n-1, donc ici entre 0 et 0. Si L égale 0, M ne peut valoir que 0 également. Ça va nous définir ce triplet 1, 0, 0, une orbitale qu'on va appeler une orbitale 1s et qui va être à une énergie E1. Alors pourquoi E1 ? L'énergie, ça dépend de la valeur de n. Et pourquoi 1s ? Le 1, c'est pour la valeur de n. Et puis le s correspond au fait que L soit égal à 0. C'est la nomenclature spécifique des orbitales atomiques que je vous ai donnée diapositive précédente. Maintenant, si n égale 2, L peut valoir deux valeurs, soit 0, soit 1. Si L égale 0, on retombe dans un cas où M ne peut valoir que 0. On est alors à un niveau d'énergie E2, puisque n égale 2. Et à ce niveau d'énergie E2, c'est une orbitale S également, puisque L vaut 0. Mais cette fois, c'est une orbitale 2s. Si L égale 1, alors M peut prendre comme valeur moins 1, 0 ou plus 1. On va définir alors 3 orbitales différentes, mais qui vont être au même niveau d'énergie, au niveau d'énergie E2, qui dépend ici de n. Et ces 3 orbitales, ce seront 3 orbitales 2p.
Alors par la suite, on les différenciera, ces orbitales. La nomenclature qui ne dépend que de n et de l ne les différencie pas. Nous, on parlera, je le redirai dans le chapitre suivant, de sous-couches de P. Et à l'intérieur des sous-couches P, on a toujours 3 orbitales avec 3 valeurs différentes de m. Donc, on peut les noter par exemple de P-1, de P0 et de P+1. On verra à la fin de ce chapitre, là, dans la représentation des orbitales atomiques, souvent on les appellera de Px, de Py, de Pz aussi. Bon, c'est différentes nomenclatures pour repérer les 3 orbitales P qu'il y a dans une sous-couche P. À partir des différentes valeurs d'énergie que l'on peut trouver avec la relation moins 13,6 sur n au carré en électronvolts, on va pouvoir tracer le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène et placer les différentes orbitales, c'est-à-dire les différentes fonctions propres, solutions de l'équation de Schrödinger pour les énergies données. Premier niveau d'énergie, E1, c'est le niveau le plus bas pour n égale 1, et à ce niveau d'énergie, on a une orbitale 1s. Sur la diapositive précédente, on a vu qu'au niveau E2, on avait 4 orbitales, une orbitale de s et 3 orbitales de p. Les 3 orbitales de p correspondant à 3 valeurs différentes de m, plus ou moins 1 et 0. À partir des différentes valeurs d'énergie que l'on peut trouver avec la relation moins 13,6 sur n au carré en électronvolts, on va pouvoir tracer le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène et placer les différentes orbitales, c'est-à-dire les différentes fonctions propres, solutions de l'équation de Schrödinger pour les énergies données. Premier niveau d'énergie, E1, c'est le niveau le plus bas pour n égale 1, et à ce niveau d'énergie, on a une orbitale 1s. Sur la diapositive précédente, on a vu qu'au niveau E2, on avait 4 orbitales, une orbitale de s et 3 orbitales de p. Les 3 orbitales de p correspondant à 3 valeurs différentes de m, plus ou moins 1 et 0. À partir des différentes valeurs d'énergie que l'on peut trouver avec la relation moins 13,6 sur n au carré en électronvolts, on va pouvoir tracer le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène et placer les différentes orbitales, c'est-à-dire les différentes fonctions propres, solutions de l'équation de Schrödinger pour les énergies données. Premier niveau d'énergie, E1, c'est le niveau le plus bas pour n égale 1, et à ce niveau d'énergie, on a une orbitale 1s. Sur la diapositive précédente, on a vu qu'au niveau E2, on va maintenant essayer de donner une représentation des orbitales atomiques. Les orbitales atomiques, ce sont des fonctions propres, donc des solutions de l'équation de Schrödinger, les fonctions propres étant des fonctions mathématiques complexes. Ce serait pratique pour nous d'avoir une idée de représentation. Et pour avoir une représentation, on va se servir des histoires de densité de probabilité de présence, ou de probabilité de présence de l'électron. On va commencer sur les orbitales du type NS. On peut, par un traitement mathématique, tracer ce qu'on appelle les courbes d'isodensité. On va maintenant essayer de donner une représentation des orbitales atomiques. Les orbitales atomiques, ce sont des fonctions propres, donc des solutions de l'équation de Schrödinger, les fonctions propres étant des fonctions mathématiques complexes. Ce serait pratique pour nous d'avoir une idée de représentation. Et pour avoir une représentation, on va se servir des histoires de densité de probabilité de présence, ou de probabilité de présence de l'électron. On va commencer sur les orbitales du type NS. On peut, par un traitement mathématique, tracer ce qu'on appelle les courbes d'isodensité. On va maintenant essayer de donner une représentation des orbitales atomiques. Les orbitales atomiques, ce sont des fonctions propres, donc des solutions de l'équation de Schrödinger, les fonctions propres étant des fonctions mathématiques complexes. Ce serait pratique pour nous d'avoir une idée de représentation. Et pour avoir une représentation, à cette représentation, donc en boule des orbitales NS, eh bien, on peut associer des rayons pour les orbitales NS. Le rayon de l'orbitale, ça va être la distance électron-noyau la plus probable. Si je trace un diagramme, une représentation de la densité de probabilité pour l'électron en fonction de la distance électron-noyau, eh bien, je vais obtenir des courbes pour les orbitales 1s, 2s et 3s. Si je prends la première courbe en pointillé valable pour l'orbitale atomique 1s, eh bien, j'ai un endroit où la densité de probabilité de présence de l'électron est maximum. Eh bien, ça va me définir mon rayon de l'orbitale NS. Ce qu'il va falloir retenir, eh bien, c'est globalement pour les orbitales 2s et 3s, les rayons sont plus grands, et en fait, on va avoir le rayon qui augmente quand n augmente. Donc la représentation d'une orbitale S, si on la lie à la densité de probabilité de présence d'un électron, ça va être globalement une boule, plus ou moins grosse lorsqu'on passe d'une orbitale 1s à une orbitale 2s à une orbitale 3s.
On va faire un travail analogue pour les orbitales atomiques de type P. On ne fera pas ensuite le travail pour les orbitales atomiques de type D et de type F. On se limitera aux orbitales S et aux orbitales P au niveau de leur représentation. Pareil, par un traitement mathématique, je peux obtenir la courbe d'isodensité pour une orbitale P. Ici, je définis ce que j'appelle l'orbitale NPZ, qui est orientée selon l'axe Z. En effet, les orbitales P ont une orientation dans l'espace. Elles ont une symétrie cylindrique et elles sont représentées par deux lobes tels que représentés ici. Ce sont encore des surfaces d'isodensité, c'est-à-dire sur l'ensemble des surfaces, la probabilité de présence de l'électron est identique. En fonction des trois directions, X, Y et Z, on va retrouver nos trois orbitales P. En fait, il y en aura une orientée selon l'axe Z, une orientée selon l'axe X, une orientée selon l'axe Y. Ces trois orbitales P correspondent en fait aux trois orbitales P de nombres quantiques magnétiques -1, 0 et +1. Je vous rappelle que les orbitales P, ce sont les orbitales pour lesquelles le nombre quantique secondaire L est égal à 1. Et donc à partir de la valeur de L égale 1, on peut définir trois valeurs pour N. Lorsque j'oriente mon espace, eh bien, je peux parler pour ces trois orbitales P d'orbitales Px, Py, Pz. J'oriente mon espace un petit peu comme je veux, et en fait je ne préjuge pas du lien entre la valeur du nombre quantique m et la direction x, y ou z, mais je sais que la Px va correspondre à l'une de mes orbitales P, la Py la deuxième, et la Pz la troisième de mes orbitales P. On définit sur ces orbitales P ce qu'on appelle un plan nodal, c'est-à-dire un endroit où l'électron n'a aucune chance de se trouver. À l'intersection des deux lobes ici, l'électron a une probabilité de présence qui est égale à 0. À partir de ces courbes d'isodensité, on a diverses représentations des orbitales de P en fonction des conventions, mais on a toujours deux lobes, soit de couleurs différentes, soit de signes différents. Alors pourquoi les signes sont différents? C'est la même chose que tout à l'heure, je ne vous représente pas, je ne vous donne pas la notion mathématique, la représentation mathématique de la fonction d'onde, c'est trop compliqué, mais je vous dis qu'elle est de signes opposés des deux côtés du plan nodal, ce qui fait qu'on met ce signe plus ou moins, ou qu'on inverse les couleurs pour les deux lobes sur les orbitales P. Et de la même manière que pour les orbitales S, la taille, elle va augmenter lorsque n augmente, c'est-à-dire qu'une orbitale 3P va être de taille supérieure à une orbitale 2P. Même type de représentation, où l'on voit bien ici, si j'oriente l'espace, une orbitale Px, une orbitale Py et une orbitale Pz. Pour terminer ce premier chapitre sur les modèles de l'atome, nous allons voir ensemble les concepts importants et ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Alors, le grand 1 présentait l'historique des différents modèles et la structure atomique de la matière. L'historique, c'est pas quelque chose à connaître, c'est une partie informative qui fait partie de votre culture générale scientifique, mais sur laquelle on ne vous interrogera pas directement. La structure atomique de la matière est quelque chose par contre de très important. Les concepts d'électrons, de protons, de numéros atomiques, de nombre de masses, d'isotopes, etc., etc. Au niveau du grand 2, on introduit des concepts que vous aviez déjà vus au lycée avec quelques notions en plus. Le but est de comprendre ce grand 2. On introduit différents concepts dont on se sert ensuite, mais aucune connaissance n'est directement exigible. Même chose pour le grand 3. Le grand 3, je vous demande en fait de rien apprendre. Pour terminer ce premier chapitre sur les modèles de l'atome, nous allons voir ensemble les concepts importants et ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Alors, le grand 1 présentait l'historique des différents modèles et la structure atomique de la matière. L'historique, c'est pas quelque chose à connaître, c'est une partie informative qui fait partie de votre culture générale scientifique, mais sur laquelle on ne vous interrogera pas directement. La structure atomique de la matière est quelque chose par contre de très important. Les concepts d'électrons, de protons, de numéros atomiques, de nombre de masses, d'isotopes, etc., etc. Au niveau du grand 2, on introduit des concepts que vous aviez déjà vus au lycée avec quelques notions en plus. Le but est de comprendre ce grand 2. On introduit différents concepts dont on se sert ensuite, mais aucune connaissance n'est directement exigible. Même chose pour le grand 3. Le grand 3, je vous demande en fait de rien apprendre. Pour terminer ce premier chapitre sur les modèles de l'atome, nous allons voir ensemble les concepts